Tout est dans le titre, aujourd'hui je vous présente les 4 principales nouveautés apportées par iPadOS 15. Vous le savez si vous me suivez, mais j'ai craqué pour l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. Un iPad Pro qui m'a complètement séduit, mais qui m'a aussi fait prendre conscience d'une chose très importante, à savoir qu'aujourd'hui, iPadOS devient trop limité. Du coup, je n'ai pas pu résister à la tentation d'installer la toute première version bêta d'iPadOS 15 sur mon ancien iPad Pro qui était un modèle de 11 pouces. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 4 principales nouveautés apportées par la plateforme. Et je tiens à préciser que cette liste n'est pas exhaustive. iPadOS 15 apporte des dizaines et des dizaines de nouveautés différentes, mais il me paraissait plus pertinent d'insister sur les 4 principales nouveautés que de vous proposer une liste d'améliorations sans fin. iPadOS 15 hérite quasiment de la même interface que la version précédente à quelques détails près. Et les nouveautés les plus significatives, les plus importantes, ont bien entendu trait aux widgets et à la bibliothèque des applications. Des nouveautés importantes qui vont changer radicalement la manière dont vous utilisez votre iPad. Les widgets prennent donc leur envol, il est désormais possible de les placer où bon nous semble et de les répartir sur tous nos écrans d'accueil. Une simple pression prolongée sur une zone vide de l'écran nous fera donc passer sur le mode édition. Et là, nous n'aurons plus qu'à taper sur le plus situé en haut à gauche pour ouvrir la bibliothèque des widgets. Apple offre pas mal de choix et on retrouve bien entendu tous les widgets habituels. La liste en revanche complète dépendra des applications installées sur votre tablette. Une fois votre widget choisi, vous pourrez définir sa taille et une fois encore, Apple vous fera plusieurs propositions. À noter que ces dernières s'enrichissent d'ailleurs d'un tout nouveau format adopté aux grands écrans de nos iPads. Très imposant, il sera également capable d'afficher plus d'informations. Dans le cas d'Apple TV par exemple, le widget XXL fera un peu office de hub multimédia. Il nous donnera donc accès à tous les films et toutes les séries que nous avons commencé à regarder. Mais si vous ne savez pas quel widget choisir, alors vous pouvez aussi opter pour la pile intelligente qui vous permettra de faire défiler plusieurs widgets, des widgets qui varieront en fonction de vos usages et du moment de la journée. Et tout comme sur iOS, il suffira d'une tape sur les repères symbolisant les écrans d'accueil pour ouvrir une nouvelle fenêtre et désactiver ou même supprimer ceux que vous n'utilisez plus. Ensuite, il y a la bibliothèque d'applications. Et encore une fois, il s'agit d'une nouveauté qui est héritée d'iOS 14, une nouveauté qui aura vraiment tardé à débarquer sur nos iPads. Située complètement à droite des écrans d'accueil ou par le biais d'un dossier directement intégré au dock, la bibliothèque d'applications vous permettra de retrouver tous les outils qui sont installés sur votre iPad. Pour en faciliter la lecture, Apple a choisi de les placer dans des dossiers thématiques générés automatiquement par la plateforme. Un moteur de recherche est également proposé pour vous permettre de retrouver une application égarée et vous trouverez, en plus, 2 dossiers dynamiques. Le premier vous suggérera des applications susceptibles de vous intéresser en fonction du moment de la journée ou de vos habitudes. Quant au second, il va regrouper tous les derniers outils téléchargés et installés sur la tablette. Alors bien sûr, ces nouveautés n'ont rien de révolutionnaire, ça fait un moment qu'on peut en profiter sur iPhone, mais elles apportent tout de même un plus en termes de confort d'utilisation et elles améliorent grandement notre manière d'utiliser l'iPad. Sur mon iPad Pro par exemple, j'ai complètement changé l'organisation de mes écrans d'accueil, j'ai retiré tous les raccourcis qui étaient présents dessus pour les remplacer par des widgets qui me permettent d'accéder directement au contenu dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Les applications que j'utilise le plus, j'ai passé le raccourci directement dans le dock, un peu la manière de ce que je fais sur macOS. Et pour tout le reste, il me reste la bibliothèque d'applications ou la recherche. Alors après, j'ai quand même été confronté à quelques bugs assez gênants. Il arrive parfois que l'interface ne réponde plus du tout. Et à d'autres moments, j'ai les icônes de mes applications qui réapparaissent sur mes écrans d'accueil sans grande logique et sans que je ne sache pourquoi. Maintenant, on est actuellement sur une version bêta, on n'est pas sur une version stable. Et ceci explique sans doute cela. Il faudra d'ailleurs que je vous explique peut-être comment installer cette fameuse bêta parce que vraiment, la procédure à suivre est extrêmement simple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire. Et on en vient à ce qui sera sans doute le gros morceau de cette vidéo, à savoir le multitâche. Alors vous le savez, si vous avez regardé le keynote d'ouverture de la WWDC 2021, mais Apple a profité d'iPadOS 15 pour revoir entièrement son multitâche. Et je vais être franc avec vous, quand j'ai commencé à utiliser mon iPad Pro de 11 pouces, je me suis vraiment senti perdu.
Mais après 2 semaines passées en sa compagnie, j'ai fini par comprendre que ces nouvelles options étaient en réalité redoutables et qu'elles allaient grandement améliorer ma productivité. Du coup, il me paraissait important de passer en revue toutes les nouveautés apportées au multitâche d'iPadOS 15 afin de vous aider à vous y retrouver plus facilement. La première chose à savoir au sujet du nouveau multitâche introduit sur iPadOS 15, c'est qu'il prend en charge toutes les anciennes gestures. Alors, ça n'a l'air de rien, mais il fallait tout de même le souligner puisque les personnes qui ont l'habitude de ces fameux gestes ne seront pas du tout pris au dépourvu. Maintenant, derrière et en plus, Apple a aussi mis en place quelques nouveautés et je pense vraiment que la plus importante de toutes a trait au bouton que vous trouverez désormais au sommet de vos applications. Ce bouton prend la forme de 3 petits points qui viendront se placer dans la barre située au-dessus des applications. Un clic ou une pression dessus fera apparaître par défaut 3 petites vignettes. Elles ne sont évidemment pas là pour décorer et elles vous permettront de modifier l'affichage de l'application en cours. La première icône est celle qui sera sélectionnée par défaut et elle servira principalement à afficher l'application en plein écran. La seconde fera disparaître la fenêtre ouverte vers la droite pour vous permettre de choisir une autre application et de basculer ainsi en split view. Les 2 fenêtres des outils sélectionnés viendront alors se placer l'une à côté de l'autre. Vous pourrez bien entendu les redimensionner à la volée en plaçant le doigt sur leur séparateur et en tirant d'un côté ou de l'autre. Petite subtilité intéressante, si une de ces applications ne vous intéresse plus, et si vous voulez la remplacer par un autre outil, vous n'aurez pas besoin de quitter le mode fenêtré. Il suffira de passer votre doigt sur les 3 petits points situés au-dessus de la fenêtre qui ne vous intéresse plus, et de la tirer vers le bas. Elle va alors disparaître et la seconde fenêtre viendra se placer sur le côté pour vous permettre d'aller chercher un autre outil à partir de l'écran d'accueil ou du dock. On revient maintenant sur le menu de base des 3 petits points et on s'intéresse à la 3e vignette. Cette vignette va servir à activer le slide over. Concrètement, l'application viendra se placer sur la droite ou sur la gauche au-dessus de l'outil ouvert. Vous pourrez alors la faire disparaître avec des balayages à partir du curseur situé en haut ou faire défiler les outils empilés en effectuant le même geste à partir du curseur de bas. Mais en plus de ces 3 positions, on en a aussi une 4e qui va vous permettre d'afficher certains éléments au-dessus des autres. Et je pense que le mieux pour que vous compreniez cette fonction, c'est de partir d'un exemple assez simple. Supposons que vous ayez décidé d'afficher côte à côte Safari et Mail en split view. Vous bossez tranquillement quand un nouveau mail vous tombe dessus. Plutôt que de changer la largeur des colonnes pour lire confortablement votre courriel, vous pouvez exercer une pression prolongée dessus et choisir l'option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Le mail apparaîtra alors en surimpression et vous retrouverez une fois encore le bouton du multitâche qui vous permettra de changer rapidement sa position et de l'ouvrir en pleine page, en affichage réduit ou en slide over. Et le plus beau, c'est que les éléments qui sont ouverts dans cette position seront mémorisés par iPadOS 15 pour vous permettre de basculer plus facilement de l'un à l'autre. Ils apparaîtront sous la forme de vignettes placées dans un bandeau situé dans la partie inférieure de l'écran, un bandeau que vous pourrez faire apparaître en tapant une fois sur le bouton des 3 petits points. Dernière nouveauté et pas des moindres, iPadOS 15 va aussi vous permettre de créer vos split view à partir du multitâche en prenant une vignette et en la tirant vers une autre miniature. Ces vues partagées seront en outre gardées en mémoire et vous pourrez revenir sur le multitâche pour passer de l'une à l'autre. Alors bien sûr, expliquer comme ça peut paraître un peu compliqué et en fait, ça l'est. Maintenant, quand on prend l'habitude de ces fonctions, quand on commence à les utiliser de façon assez fréquente, assez soutenue, on réalise qu'elles s'avèrent proprement redoutables. En ce qui me concerne, sur mon iPad Pro, j'ai ainsi configuré plusieurs split view correspondant à mes principaux usages. D'un côté, par exemple, je vais avoir une vue partagée avec Safari et Mail. De l'autre, je vais mettre côte à côte 2 versions de Safari pour pouvoir switcher plus facilement quand je travaille sur mes articles. Et j'ai aussi une vue partagée avec Notes d'un côté et YouTube de l'autre. Et mine de rien, ça fonctionne bien, ça fait bien le job et surtout, on a vraiment du coup l'impression d'avoir différents espaces de travail à disposition. Et le plus beau, c'est que grâce à ces nouvelles fonctions, on peut profiter du multitâche sans avoir besoin de mettre la main, de mettre le doigt sur l'écran et en pilotant l'ensemble par le biais d'un pavé tactile ou d'une souris. Ce qui nous amène finalement à la 3e grande nouveauté apportée par iPadOS 15, à savoir les raccourcis clavier. Alors factuellement, il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté, ces raccourcis existent depuis longtemps. Toutefois, Apple a profité de la nouvelle version de sa plateforme pour en ajouter de nouveaux. Et d'après la firme, il est ainsi possible de piloter son iPad sans avoir besoin de poser le doigt sur l'écran et à condition d'avoir un clavier. Oui, parce qu'au final, des raccourcis clavier sans clavier, c'est pas simple. Et dans la pratique, il faut reconnaître que ça apporte réellement un plus lorsqu'on utilise son iPad sur un Magic Keyboard ou avec un autre accessoire du même type.
On gagne en productivité, du moins au bout d'un moment. Parce qu'au début, bien sûr, ces raccourcis ne sont pas faciles à mémoriser. Après, Apple a bien fait les choses et une simple pression prolongée sur la touche commande suffira à faire apparaître la liste des raccourcis associés à l'application en cours d'exécution. Ces derniers seront placés en bas, répartis entre plusieurs onglets. Sur Mail, par exemple, on aura des raccourcis pour la gestion générale de la boîte, mais aussi pour les messages ou les fenêtres. Et le plus beau, c'est que cette astuce fonctionne aussi pour la plateforme. Si vous basculez sur le multitâche et que vous appuyez longtemps sur la touche commande, eh bien vous aurez une fois encore la liste des raccourcis associés au multitâche qui apparaîtront à l'écran. Vous apprendrez ainsi à revenir sur l'écran d'accueil, à changer d'application, ou même à accéder au centre de contrôle sans avoir besoin de jouer avec l'écran de votre tablette. Alors après, bien sûr, vous n'aurez pas l'utilité de tous ces raccourcis, du moins pas au début, et de toute manière, vous n'allez pas pouvoir tous les mémoriser d'un coup. Mais clairement, au bout d'un moment, eh bien, on finit par comprendre que certains de ces raccourcis peuvent nous faire gagner un temps précieux, et je pense notamment à toutes les options de mise en forme de notes. Ce qui est une très belle transition pour parler de notes et pour vous révéler un de mes plus grands secrets. Pendant très longtemps, j'ai utilisé Ulysse pour noter des idées, écrire des articles, préparer des scripts, et au bout d'un moment, avec toutes les innovations apportées à l'outil, j'ai eu envie de redonner une nouvelle chance à Note. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est lui que j'utilise au quotidien pour toutes ces tâches. Ce qui veut également dire que je ne pouvais pas faire l'impasse sur la fonction Quick Note. Quick Note a été pensé pour les utilisateurs de l'Apple Pencil. Une fois le stylet en main, vous n'aurez qu'à placer sa mine dans le coin inférieur droit de l'écran et à remonter en direction de son centre. Note ouvrira alors une petite fenêtre volante pour vous permettre de prendre une note rapide. Là, vous allez pouvoir griffonner, mais aussi accéder aux options habituelles du stylet, comme le changement de mine ou de couleur. Il suffira de taper sur une icône avec la pointe du pencil. En haut de cette petite fenêtre, vous allez aussi trouver 3 boutons qui vont permettre de créer une nouvelle note rapide, d'accéder aux options avancées de partage, de supprimer la note en cours ou même d'ouvrir carrément Note. Quant au bouton Done qui est situé tout en haut à gauche, eh bien il aura pour effet d'enregistrer la note et de la faire disparaître. Précision importante, les Quick Notes peuvent être redimensionnés ou déplacés selon vos besoins avec vos doigts. Et vous pourrez même naviguer entre chaque Quick Note à l'aide de balayage. Et bien sûr, toutes ces notes rapides, vous allez aussi pouvoir les retrouver dans Notes. Un nouveau dossier va en effet apparaître dans la barre latérale, un dossier qui centralisera toutes les notes rapides. À partir de là, vous pourrez les ouvrir, les modifier, les supprimer, les déplacer dans d'autres dossiers, mais aussi les épingler pour les garder sous l'œil. Alors c'est plutôt complet, mais il y a aussi une autre fonction très importante à évoquer. Avec Quick Note, vous n'allez pas seulement pouvoir créer rapidement une note, vous allez aussi pouvoir la contextualiser. Et là encore, le mieux est de partir d'un exemple. Supposons que vous fassiez des recherches. Vous tombez alors sur un article qui répond aux questions que vous posez. Vous allez bien entendu vouloir en garder une trace. En restant sur la page, vous n'aurez qu'à ouvrir Quick Note et taper sur le bouton plus dédié pour créer un nouveau marqueur. Il sera ensuite possible d'ajouter un commentaire, de faire un petit dessin, n'importe quoi d'autre. C'est bien, mais ce n'est pas tout, car cette note n'apparaîtra pas uniquement dans Notes. Elle reviendra aussi à l'écran lorsque vous retournerez sur le site et plus précisément sur la page où vous l'avez créée, ce qui vous permettra du même coup de retrouver des idées que vous aviez notées. Alors c'est typiquement le genre de fonction qui va intéresser les étudiants, mais aussi les chercheurs et les journalistes. Pour moi, ce sont donc ces 4 nouveautés que je retiens d'iPadOS 15. Alors après, j'aurais pu vous en citer d'autres, j'aurais pu parler de plans et de cette magnifique vue 3D qui est disponible uniquement dans certaines villes, et plus précisément aux États-Unis. J'aurais aussi pu vous parler des nouveautés liées à Playground, qui vous permettra maintenant de créer une application Swift, mais aussi de la compiler et même de l'envoyer directement sur l'App Store pour la faire valider, et tout ça sans avoir besoin de passer par un Mac. De la même manière, j'aurais aussi pu vous parler de Safari, mais en vérité, eh bien, je vous ai déjà présenté le navigateur au travers de ma vidéo sur iOS 15. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes les nouveautés apportées par iOS 15 et que j'ai déjà détaillées sont bien entendu valables et disponibles sur iPadOS 15. Sans révolutionner sa plateforme, Apple a donc cherché à la rendre un peu plus intuitive, et il faut reconnaître que ces nouveautés participent grandement à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Alors après, j'ai cru comprendre que certaines personnes étaient assez déçues par le manque de fonctions apportées par iPadOS 15. Et c'est vrai, j'aurais adoré par exemple qu'Apple annonce une version iPadOS de Final Cut. J'aurais aussi aimé avoir un mode fenêtré disponible pour toutes les applications. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est ici sur une première bêta et que d'autres nouveautés sont susceptibles d'être déployées dans les semaines et mois à venir. En outre, Apple n'a pas encore présenté
toutes les améliorations apportées par sa plateforme et nous en avons eu l'exemple récemment lorsque des journalistes ont découvert sur fichier l'existence de 2 nouvelles options. Des nouveautés qui permettent à l'application de lire des partitions au format NTFS mais aussi d'afficher un état d'avancement pour tous les transferts. De manière plus générale, il me paraît de toute façon impossible de juger la qualité d'une plateforme en se basant uniquement sur une première version bêta. Je vais donc m'abstenir de vous dire ce que je pense d'iPadOS 15, mais ce que je peux vous promettre, c'est que nous reparlerons de la plateforme en fin d'année, lorsque la version finale sera disponible. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite. Ciao!